Parler ce matin de ces profils de jeunes inactifs au chômage en Occitanie. Nous avons le plaisir d'accueillir deux représentants de la direction régionale INSEE Occitanie, Magali Flacher, qui est chef de projet, et Laurent Frénois, chargé d'études, tous deux à la division démographie et politique sociale de l'INSEE Occitanie. Ils ont, avec Guillaume Ancelin, qui est également chargé d'études à l'INSEE, exploité les données du recensement de la population et ils vont vous livrer les résultats de leurs travaux. Cette étude fait l'objet d'une publication dans la collection INSEE Analyse. Nous vous transmettrons le lien dès qu'elle sera en ligne sur le site de l'INSEE, probablement à l'issue de cette rencontre. Nous accueillons également Alice Beyostas et Aurélia Leroy, qui sont toutes deux interprètes en langue des signes pour l'agence Interprétis. Je tiens à les remercier chaleureusement d'être avec nous ce matin. Elles sont là pour rendre accessibles ces échanges pour et avec Guillaume Ancelin. Par ailleurs, cette webconférence fait l'objet d'un enregistrement et d'une mise en ligne sur notre chaîne YouTube et notre site web. L'INSEE Occitanie, ce faisant, nous offre la possibilité de rendre accessible cette rencontre au plus grand nombre. Alors, un grand merci. Je finis les présentations par l'équipe de la plateforme d'observation sociale qui organise ce cycle de webconférences, à savoir Dominique Terré, du service études et statistiques de la DRJSCS Occitanie. Elle coordonne la plateforme que j'anime et à ce titre, j'animerai ces échanges. Nous avons initié en juillet ce cycle de webconférences consacré au public jeune et à ses problématiques. C'est notre troisième rendez-vous. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas pu participer à nos précédentes rencontres et qui souhaiteraient visionner les replays, vous pouvez les retrouver sur la page actualité de notre site web. Dominique va d'ailleurs, dans un petit moment, quand elle ne sera plus occupée par les problèmes de connexion, vous mettre sur le chat le lien direct vers le replay de la webconférence que nous avions consacrée en juillet dernier à l'indicateur statistique qui dénombre les NEET. Nous nous étions arrêtés sur la façon dont il était calculé, sur la façon dont il fallait l'interpréter et sur les limites qu'il présentait. Quentin Francou, donc, qui est chargé d'études à l'INGEP, nous avait également présenté les résultats de ses travaux. Il avait mis en évidence l'hétérogénéité des profils de ces jeunes NEET, des jeunes au parcours et aux problématiques très différentes qui nécessitent en termes d'aide et d'accompagnement des réponses spécifiques. En Occitanie, l'INSEE réalise depuis une quinzaine d'années divers travaux sur la précarité en partenariat avec les principaux organismes concernés, CAF, Pôle emploi, ARS, CARSAT, MSA et DRGSCS. Il se formalise notamment par un tableau de bord annuel sur la précarité. Jusqu'en 2018, ce tableau de bord était un volumineux dossier commenté. Depuis l'édition 2019, les travaux se sont réorganisés avec un tableau de bord qui ne conserve que la substantifique moelle, c'est-à-dire les chiffres sur les principaux minima sociaux, l'accès aux soins et la précarité financière, et une étude sur le thème de la précarité de manière plus globale. L'année dernière, il s'agissait d'un zoom sur les effets de la redistribution sur les revenus des familles monoparentales. Et cette année, le zoom porte sur une autre population particulière, les jeunes inactifs ou au chômage. Je vais maintenant inviter nos intervenants de l'INSEE à nous présenter cette analyse sur les jeunes inactifs ou au chômage. Magali Flacher va commencer. Laurent Frénois prendra la suite sur les grands profils qu'ils ont mis en évidence. Et la deuxième partie de la présentation portera sur le tableau de bord de la précarité. En toute fin de conférence, Dominique Terré nous dira quelques mots sur le plan Un jeune, une solution qui est présenté par le gouvernement, qui était présenté par le gouvernement fin juillet 2020 et centré sur l'emploi des jeunes. Et pour rappel, nous attendons donc au fur et à mesure, si possible, vos questions et ou remarques sur l'onglet questions. Voilà, je passe donc maintenant la parole à Magali Flacher. Merci Hélène, je vais partager mon diaporama. Du coup, ça va être une présentation à deux voix, puisque c'est une étude qui a été faite à deux avec Laurent. Je vais commencer, je passerai la parole en cours de route à Laurent.
Alors l'idée de cette présentation, c'est pas de, ça va être de vous exposer les résultats marquants, ça c'est forcément un objectif en soi, mais surtout ça va être de vous donner une idée du contexte dans lequel l'étude a été réalisée, les questions qu'on a pu se poser, et cetera, et cetera. Alors, du coup, c'est pour ça qu'on verra dans un premier temps la genèse de l'étude. On ira voir ensuite plus précisément comment on délimite nos jeunes inactifs ou au chômage, c'est-à-dire comment on les repère concrètement. On passera ensuite à l'apport principal de notre étude, c'est-à-dire la détermination de grands profils. On pourra également positionner la région par rapport à la France métropolitaine. Et enfin, on essaiera d'aller plus loin dans un contexte économique et social qui reste quand même plombé par la crise sanitaire. Alors, au niveau de la genèse de l'étude, pour cette étude 2020 associée au tableau de bord de la précarité, on avait une intention, c'était de zoomer sur la précarité des jeunes. Alors c'est un sujet qu'on souhaitait traiter de longue date, mais qui est devenu en fait évident au lancement de l'étude en mai 2020, quand il est apparu que les jeunes figuraient parmi les premières victimes de la crise sanitaire. Alors, étudier la précarité, c'est vaste. On peut l'étudier via la pauvreté monétaire, les conditions de logement, les bénéficiaires de minima sociaux, et cetera, et cetera. Là, ici, on a attaqué le sujet, en allant regarder la situation vis-à-vis du marché du travail, en ciblant, les jeunes qui sont éloignés de l'emploi, en étant inactifs ou au chômage. La source de données qu'on a utilisée, c'est le recensement de la population. En effet, à l'échelle régionale, c'est la seule source qui est suffisamment précise pour nous permettre à la fois de quantifier et de qualifier, nos jeunes inactifs au chômage. Alors là, vous êtes, pardon, hop. Donc c'est le millésime 2017, qu'on a utilisé, qui est le dernier millésime, disponible. 2017, vous êtes en train de vous dire que ça fait, très loin, par rapport à 2020, surtout au vu du contexte actuel. Je vais vous dire que c'est pas faux, mais même si on avait eu le millésime 2019, en fait, le choc il est tellement fort qu'on aurait sûrement été encore en décalage. Hem, on a un choc qui est fort, donc ça veut dire que dans la comptabilisation de nos jeunes éloignés de l'emploi, on est certainement en deçà, de la réalité, actuelle. En revanche, on a des caractéristiques, des jeunes qui sont en grande partie structurelles. Donc au niveau de la qualification de nos jeunes inactifs ou au chômage, l'étude a tout son sens. Autre point particulier, enfin en tout cas à garder en tête, c'est que le recensement de la population, c'est une source qui est un peu particulière. En fait, un millésime 2017 en langage recensement de la population, ça ne veut pas dire des résultats collectés sur l'année 2017. Du coup, je vais en profiter pour essayer de vous expliquer, simplement la façon dont est construite cette source. Alors, en fait, le recensement de la population, c'est, un recensement par cycle. C'est-à-dire que les communes sont enquêtées selon des cycles de 5 ans. On a d'un côté les communes de moins de 10 000 habitants qui sont enquêtées de manière exhaustive et une fois tous les 5 ans. Et les communes font toujours partie du même cycle de rotation. C'est-à-dire qu'une commune de moins de 10 000 habitants enquêtée en 2010 et ensuite enquêtée en 2015, etc., etc. À l'opposé, on a les communes de plus de 10 000 habitants, qui sont trop grosses pour être, enquêtées, de manière exhaustive et elles sont donc enquêtées chaque année par sondage. Il faut donc 5 ans, pour que l'ensemble des communes de France soient enquêtées, que ce soit de manière exhaustive ou par sondage. Ça veut dire que, lorsqu'on étudie des données qui sont par exemple millésimées 2017, on étudie en fait des données qui sont le résultat de l'agrégation de 5 enquêtes annuelles. Les enquêtes annuelles, donc de 2015 à 2019. Ça veut dire que par convention, on va figer les résultats sur un millésime. Et pour faire ça, on a les communes enquêtées en 2015 et 2016 qui sont artificiellement vieillies, et les communes enquêtées en 2018 et 2019 qui sont artificiellement rajeunies. Là, vous allez parler des jeunes inactifs ou au chômage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous parlez de jeunes inactifs ou au chômage et pas de NEET? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on se pose assez souvent. Et traditionnellement, les jeunes éloignés de l'emploi, enfin pour les étudier, on travaille sur le champ donc des NEET, les personnes qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. En fait, cette appellation, elle est réservée aux études nationales et aux comparaisons internationales. Alors, pourquoi ça? Parce qu'on a une identification qui repose sur des variables bien précises et qui sont disponibles que dans des sources nationales.
Alors ces variables, ce sont celles qui permettent d'identifier déjà le statut d'activité au sens du Bureau international du travail. Donc on va pouvoir identifier les personnes qui sont en emploi ou les personnes qui sont au chômage au sens du BIT. Et pour identifier les NEET, il nous faut aussi identifier les personnes qui suivent une formation et que cette formation soit formelle ou non formelle. Pourquoi il faut bien les repérer? Parce que justement, elles sont donc exclues du champ des NEET. Et en France, les NEET, ils peuvent être étudiés par exemple à partir de l'enquête emploi. Alors l'enquête emploi, comme son nom l'indique, ça reste une enquête. Et en fait, elle n'est pas exploitable à des niveaux pour des études à un niveau régional ou infrarégional. Donc du coup, c'est pour ça qu'on fait appel au recensement de la population et qu'on va définir nos jeunes inactifs ou au chômage, et plus précisément, en fait, nos jeunes inactifs non scolarisés ou au chômage. En fait, c'est le pendant des NEET à une échelle infra-régionale et infrarégionale. On ne parle pas de NEET parce que les variables qui sont disponibles dans le recensement de la population, elles ne permettent pas de retrouver exactement les personnes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que le recensement de la population, c'est déclaratif. En fait, au contraire de l'enquête emploi, les gens ne sont pas enquêtés par un enquêteur, ils sont seuls devant leur questionnaire. Deuxième raison, c'est que les questions qui permettent d'identifier le statut d'activité sont moins précises que celles qui sont posées dans l'enquête emploi. On a un chômage qui est défini à partir du recensement, qui est un chômage déclaré et qui, en ce sens, est différent du chômage au sens du Bureau international du travail. Et dernier point, on a un repérage des formations qui est moins fiable. Pourquoi? Parce qu'on a certaines personnes en formation qui se déclarent non pas en formation, mais en fait inactives ou au chômage. Donc, si je vous comprends bien, compte tenu de la façon différente de compter, il va y avoir moins de NEET que de jeunes inactifs ou au chômage. Autrement dit, certains jeunes que vous comptabilisez dans les inactifs ou au chômage, s'ils étaient dans l'échantillon d'enquête nationale, ils ne seraient pas considérés comme NEET. Oui, c'est complètement ça. On a une définition des NEET qui est beaucoup plus restrictive que celle des jeunes inactifs ou au chômage. Vu que voilà, on a des jeunes qui se déclarent au chômage dans le recensement de la population, mais qui, avec les questions plus précises de l'enquête emploi, ne seraient pas considérés au chômage au sens du BIT. Et comme j'en ai parlé, donc pour les formations, donc des jeunes qui se déclarent inactifs ou au chômage alors qu'ils sont en formation dans le recensement de la population, en fait seraient exclus du champ des NEET vu qu'ils sont en formation. Bon, ceci étant dit, et voilà, toutes ces histoires de points de définition clarifiés, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'aller maintenant situer nos jeunes éloignés de l'emploi par rapport à l'ensemble des autres jeunes. On va aller regarder combien ils sont déjà et combien ils pèsent. Alors déjà, ce qu'on entend par jeunes, on ne l'a pas encore précisé, c'est les jeunes de 16 à 29 ans. Et on en a 9100 en Occitanie. Alors si on les caractérise selon leur statut d'activité, vous voyez que la plupart sont actifs et les autres, à l'opposé, sont inactifs. Parmi les actifs, on va déclarer donc on va distinguer ceux qui se déclarent en emploi et ceux qui se déclarent en recherche d'emploi, c'est-à-dire au chômage. Du côté des inactifs, entre 16 et 29 ans, la plupart sont dans un parcours scolaire ou d'études. Donc du coup, la plupart sont élèves, étudiants ou stagiaires. On a ensuite une minorité qui se déclare femme ou homme au foyer. Et ceux qui ne sont ni élèves, étudiants, stagiaires, ni au foyer, se déclarent en fait dans une autre situation d'inactivité. Ce qui signifie que la catégorie des jeunes inactifs au chômage regroupe en fait 3 catégories. On a les chômeurs, les femmes ou hommes au foyer, et ceux qui sont dans une autre situation d'inactivité. Au total, ça concerne en Occitanie 2100 jeunes, et ils représentent 22% des 16-29 ans. Voilà, donc ça c'est nos jeunes inactifs au chômage. Mais entre être au chômage ou être inactif, a priori, on a des situations derrière ces catégories qui diffèrent. Et même à l'intérieur de chaque catégorie, la population aussi, elle est hétérogène. Un chômeur de 18 ans, ce n'est pas un chômeur de 29 ans. Ça veut dire que derrière une situation, il y a un parcours qu'on ne peut pas retracer avec notre source, mais qu'on peut essayer quand même d'approcher.
Et ça, justement, c'est bien une chose importante à faire, de les approcher, d'aller les identifier correctement. Pourquoi? Parce que l'éloignement de l'emploi, c'est pas toujours synonyme de difficulté. Donc il faut être capable d'aller cibler et quantifier ceux qui sont les plus à même d'être en difficulté, et il faut être capable d'éclairer les politiques publiques dont l'objectif, c'est justement de sortir de la précarité ou de l'empêcher. Et du coup, on va passer à l'apport principal de notre étude, qui est justement l'identification de grands profils de jeunes inactifs ou au chômage. Alors, ces profils, comment ils ont été déterminés? Je vous rassure tout de suite, on ne va pas rentrer dans les détails méthodologiques, on va rester sur la logique d'ensemble. Quand on a commencé à travailler sur cette population, pour nous, ça a été un grand flou. On s'est retrouvé avec un amas de personnes qu'on n'arrivait pas à distinguer les unes des autres. On s'est posé beaucoup de questions, et les premières questions qu'on s'est posées, c'est quelles variables dans le recensement de la population on allait pouvoir utiliser pour les identifier? Et autre question importante, est-ce que surtout ces variables vont être suffisantes à l'identification? Alors, pour vous montrer un petit peu les principales informations qui sont à notre disposition, on a déjà des variables sur les caractéristiques sociodémographiques, plutôt classiques, donc le sexe, l'âge est très important, le niveau de diplôme. On a également des variables qui nous permettent d'avoir des infos sur la situation professionnelle, notamment le fait d'avoir déjà travaillé ou non, et spécifiquement pour les chômeurs, depuis combien de temps ils recherchent un emploi. Et on a également des variables qui portent sur la situation familiale, le mode de vie du jeune de 16 à 29 ans, s'il vit seul, en couple ou chez ses parents, et s'il a ou pas des enfants. Alors l'autre question principale qu'on s'est posée, c'est on a des inactifs aujourd'hui qui étaient peut-être chômeurs hier, et on a des chômeurs aujourd'hui qui étaient peut-être inactifs hier. C'est-à-dire qu'on est toujours sur une histoire de parcours qu'on appréhende via une photographie. Du coup, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on n'a pas des profils qui regroupent des jeunes de plusieurs statuts d'activité? Du coup, on a essayé de construire des profils transversaux, c'est-à-dire communs à nos catégories de chômeurs, inactifs au foyer et autres inactifs. Et pour ça, on s'est inspiré de l'étude qu'a réalisée Quentin Francou de l'INJEP sur les NEET. Mais nous, on est sur une autre source avec des variables qui diffèrent. Du coup, il n'y a rien de probant qui est sorti de cette tentative d'identification. Et on a travaillé à l'intérieur de chaque catégorie, donc c'est-à-dire qu'on a travaillé à l'intérieur de la catégorie des chômeurs, à l'intérieur de la catégorie des inactifs au foyer, et à l'intérieur de la catégorie des personnes dans une autre situation d'inactivité. Et ça s'est avéré beaucoup plus productif. Mais vous verrez, en tout cas pour ceux qui connaissent l'étude de Quentin, que même si la méthodologie et la source diffèrent, il y a en fait beaucoup de similitudes entre nos profils, ce qui est plutôt rassurant. Je vais maintenant passer la parole à Laurent qui va vous présenter concrètement nos grands profils. Merci Magali. Donc effectivement, en mettant en œuvre la méthodologie que vous a présentée Magali, nous avons pu identifier 4 profils de jeunes chômeurs. Alors, les peu diplômés s'éloignant de l'emploi, les nouvellement diplômés du supérieur à la recherche de leur premier emploi, les jeunes renonçant à poursuivre leurs études et enfin les bacheliers professionnels en cours d'insertion. Les intitulés de ces profils ont été directement déduits de leurs caractéristiques. On voit à ces intitulés l'importance du niveau de diplôme et quand on regardera plus en détail chacun de ces profils, on verra aussi que l'âge a une importance. Si on compte maintenant le poids de ces différents profils, on trouve 74% des jeunes chômeurs qui entrent dans un des 4 profils. Les 26 autres % qui restent sont des jeunes dans des situations individuelles très variées qu'il n'a pas été possible de mettre dans un de ces profils. Concernant les jeunes inactifs au foyer, la détermination des profils se fait autrement. Elle s'opère à partir du fait d'avoir ou non des enfants. On a 78% des jeunes inactifs au foyer qui ont des enfants. Enfin, nous avons aussi les jeunes dans une autre situation d'inactivité, la troisième catégorie de jeunes inactifs ou chômeurs. On est ici un petit peu dans une catégorie fourre-tout et les situations rencontrées sont extrêmement diverses. On trouve par exemple dans cette catégorie des jeunes dans l'incapacité de travailler, notamment pour des raisons de santé ou de handicap,
des jeunes dans des situations très particulières comme ceux qui sont en détention. Pour cette catégorie, il n'a pas été possible de déterminer des profils tant les situations observées sont variées. Je vais maintenant vous décrire les 4 profils de jeunes chômeurs. Dans chacun des profils, il y a des caractéristiques communes à tous les jeunes et des caractéristiques qu'on retrouve plus fréquemment que dans l'ensemble des jeunes inactifs au chômage. Je vais donc commencer par les jeunes peu diplômés s'éloignant de l'emploi. Dans ce profil, tous les jeunes ont quitté le système scolaire avant le baccalauréat. Ils sont donc peu diplômés. Ils ont quitté le système éducatif il y a quelques années déjà. Ils sont âgés de 22 ans ou plus. Et ils ont tous déjà travaillé. Ce profil se caractérise aussi par une surreprésentation des jeunes en recherche d'emploi depuis 1 an ou plus, d'où l'action de s'éloigner de l'emploi qu'on a utilisé dans leur nom. Ce profil se caractérise également par une surreprésentation des parents et des hommes. Le deuxième profil que nous avons pu identifier, que je vais vous détailler, est celui des diplômés du supérieur à la recherche de leur premier emploi. Dans ce profil, tous les jeunes sont, comme leur nom l'indique, diplômés de l'enseignement supérieur, donc au minimum un niveau d'études de bac plus 2. Et tous sont âgés de 20 à 29 ans. Ce sont donc pour la plupart des jeunes qui viennent de finir leurs études et qui arrivent sur le marché du travail. Certains d'entre eux ont pu marquer une pause après leurs études avant d'entrer dans la vie active et partir à la recherche de leur premier emploi. Dans ce profil, on note également d'autres caractéristiques comme une surreprésentation des jeunes recherchant un emploi depuis moins d'1 an, une surreprésentation des jeunes sans enfants, qui n'ont donc pas de contraintes d'emploi du temps liées à la présence d'un enfant, et enfin, pour ce profil, une surreprésentation des femmes. Le troisième profil est celui des jeunes renonçant à poursuivre leurs études. Dans ce profil, aucun n'est diplômé de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'aucun n'a un diplôme supérieur au baccalauréat. Il semble logique dans la mesure où ils sont tous âgés de 16 à 19 ans, très jeunes. Ils sont donc à un âge où beaucoup sont encore en études. Ils ont donc renoncé à poursuivre leurs études, soit parce qu'ils ont choisi de ne pas s'engager dans un cycle long, soit parce qu'ils ont décroché. On entend par décrocher, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné en cours de route leurs études. On peut noter aussi dans ce groupe, c'est que la recherche d'emploi est récente et que la plupart de ces jeunes vivent chez leurs parents. Il y a également aussi plus d'hommes que de femmes dans cette situation. Le dernier profil qu'on a pu identifier est celui des jeunes chômeurs, des jeunes bacheliers professionnels en cours d'insertion. Là, nous sommes sur un profil plus atypique. Les titulaires d'un bac pro sont ressortis parmi les profils, mais initialement, on ne comprenait pas pourquoi. Et c'est en discutant avec la DRJSCS qui nous a aidé à en faire un profil. On a retenu ce profil. Dans leurs caractéristiques, ils ont tous comme diplôme le diplôme le plus élevé, un bac professionnel, d'où leur nom. Tous sont âgés de 20 à 29 ans. Ce sont donc des jeunes qui ont suivi un cycle court. Leur sortie du système scolaire remonte déjà à quelques années. La grande majorité d'entre eux a déjà travaillé et ils sont pour la plupart en recherche d'emploi depuis moins d'1 an. Généralement, ils acquièrent les compétences professionnelles nécessaires à un emploi durable via plusieurs contrats courts. Ils alternent donc avec des périodes de chômage de courte durée. Donc, je viens de vous présenter les 4 profils de jeunes chômeurs. Maintenant, je vais vous présenter les jeunes inactifs au foyer. La situation d'inactif au foyer concerne presque exclusivement des femmes, 97%. Pour les jeunes inactifs au foyer, nous avons déjà vu que la distinction des 2 profils se fait en fonction de la présence ou non d'enfants. Bien que les profils soient différents, ils présentent un certain nombre de similitudes. Les 2 profils de jeunes inactifs présentent comme similitude
le fait qu'ils ne sont pas ou peu diplômés et que la moitié d'entre eux a déjà travaillé. Et il faut noter aussi que quand on entend au foyer, ça ne veut pas dire forcément avec des enfants. Pour ce qui est des différences entre ces deux profils, on notera que les mères au foyer sont plus âgées et plus souvent en couple que les jeunes au foyer sans enfants. Et on a pu noter aussi qu'une mère sur 4 élève seule ses enfants. Au final, il semblerait qu'ils ne soient pas tous autant dans les mêmes difficultés, en fait. Alors effectivement, si on regarde ces profils, on voit qu'il y en a qui sont dans des difficultés beaucoup plus que d'autres. Au titre de ceux qui sont particulièrement en difficulté, il y a ceux qui ont renoncé aux études et plus particulièrement les décrocheurs. On a aussi les peu diplômés s'éloignant de l'emploi avec des contraintes liées à la parentalité. Et on a aussi les jeunes mères inactives qui ont aussi des contraintes liées à la parentalité. Et ces contraintes peuvent être d'autant plus importantes pour celles qui élèvent seules leurs enfants. Ça, ce sont les trois catégories qui semblent le plus en difficulté. À l'opposé, on a deux catégories qui semblent dans une situation plus confortable. Ce sont les jeunes nouvellement diplômés du supérieur et les bacheliers professionnels en cours d'insertion. Donc, si on doit résumer les enseignements de ces différents profils, on voit que deux choses caractérisent fortement ces profils. Tout d'abord, le niveau de diplôme. De manière générale, un diplôme supérieur protège. Il en est de même pour le bac professionnel qui fait un peu figure d'exception. La deuxième chose importante pour caractériser ces différents profils, c'est l'âge. Plus on vieillit, plus la volonté d'une reprise d'études s'amenuise et plus l'éloignement de l'emploi peut devenir pérenne. L'éloignement de l'emploi peut s'accentuer encore dans différentes circonstances. Pour les jeunes parents en raison des contraintes d'emploi du temps, quand la recherche d'emploi dure. Cette situation peut entraîner découragement, abandon et bascule du chômage vers l'inactivité. Voilà pour la présentation des principales caractéristiques et des groupes et des profils que nous avons pu déterminer. Nous avons aussi regardé comment se positionne notre région Occitanie par rapport à la France métropolitaine. En Occitanie, comme Magali vous l'a dit en début, 22% de la classe d'âge des 16-29 ans sont au chômage ou inactifs. C'est 2 points de plus que pour l'ensemble de la France métropolitaine. L'Occitanie se place ainsi juste derrière les Hauts-de-France, la Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans ces régions, de 23 à 25% des jeunes sont inactifs ou au chômage. Si on regarde d'où vient la différence, on voit que la différence se fait essentiellement sur le chômage. En effet, avec 1,3 point de plus que sur l'ensemble de la France métropolitaine, l'Occitanie est la deuxième région, après les Hauts-de-France, où la proportion de jeunes chômeurs est la plus élevée. On a essayé de regarder aussi s'il y avait des différences au niveau de la région et on a regardé les résultats par zone d'emploi. Donc, si on regarde par zone d'emploi, on voit que les zones d'emploi du littoral méditerranéen sont globalement plus touchées par la précarité des jeunes. Si on regarde les principales zones d'emploi les plus touchées, on a celles d'Agde-Pézenas, Perpignan, Béziers et Narbonne, où on compte jusqu'à 32% de 16 à 29 ans confrontés au chômage ou à l'inactivité. La zone d'emploi de Béziers ressort aussi. On a 12% des jeunes qui sont inactifs, non scolarisés. Donc, ce qu'on vient de vous présenter est un constat qu'on a fait pour l'année 2017. Alors, compte tenu de la crise sanitaire et des préoccupations du moment, il aurait été dommage d'en rester à ce simple constat. C'est pour cela que dans l'étude, on a fait un encadré qui donne un aperçu des risques de bascule de la catégorie de jeunes actifs en emploi à celle de jeunes inactifs ou chômeurs.
Notre idée était de quantifier et de qualifier le nombre de jeunes actifs qui occupent une profession qui a été mise à l'arrêt pendant le confinement de mars à mai 2020. Alors, juste pour vous donner quelques résultats rapidement, ce qu'on a constaté, c'est que les jeunes sont surreprésentés dans les professions qui ont été mises à l'arrêt pendant le premier confinement. En plus, ils ont des statuts qui les fragilisent. Il y a beaucoup plus de contrats courts et beaucoup plus de temps partiel parmi les jeunes que parmi les autres salariés de ces secteurs. Dans ces conditions, les effets n'ont pas tardé à se faire sentir. Depuis avril 2020, le nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois, EFM, de 16 à 29 ans, se sont fortement accrus, bien plus que celui de l'ensemble des EFM globalement. L'INSEE va poursuivre les travaux en 2021 dans ce sens. Les travaux vont être fortement orientés vers la mesure des conséquences de la crise sanitaire. On peut déjà mesurer les conséquences économiques, mais les conséquences sociales sont par contre plus délicates à appréhender, par manque de données notamment, et parce que les effets peuvent se faire sentir à plus long terme. Pour ces travaux, un groupe de travail national a été constitué pour mieux mesurer les conséquences de la crise sanitaire sur la précarité auxquelles les ménages sont et ou vont être confrontés. Nous vous remercions de votre attention et nous allons répondre à vos questions si vous en avez. Oui, alors il y a des questions et des précisions. Alors, première question de Quentin Francou qui dit « J'ai l'impression, bonjour, j'ai l'impression que la somme des 4 catégories de chômeurs ne fait pas 100%. Est-ce que ce sont des pourcentages, est-ce que ce sont des pourcents de l'ensemble des chômeurs ou inactifs ?» Alors, en fait, on est parti, je reviens sur la diapo pour repréciser les choses. Voilà. En fait, on a regardé les caractéristiques de l'ensemble des jeunes chômeurs. Les jeunes chômeurs, on a pu en mettre une partie dans un des 4 profils. Donc, effectivement, si on fait la somme des 4 profils, on arrive à 74%. Il en reste 26% qui ont des caractéristiques très différentes les uns des autres et pour lesquelles il n'a pas été possible de les mettre dans un de ces profils. Une autre question de Monsieur Didier Bergeron qui demande, de l'ARS, pardon, qui demande est-ce que la mobilité a été étudiée? Alors la mobilité, est-ce que vous pourriez préciser votre question, s'il vous plaît? Alors on va le laisser préciser la question voilà. Et puis on va prendre une autre question de Nadia Rachedi du département de l'Hérault qui demande un appariement jeune marché de l'emploi n'est-il pas un critère déterminant? Bac+2, un matching ad hoc en Occitanie par exemple, secteur en tension en Occitanie, pas de jeunes pour des emplois vacants. Je suis désolée, il faudrait aussi. Peut-être Hélène, ça vous parle peut-être plus. Ah non, moi je vous soumets des questions, vous êtes les spécialistes. D'accord, on ne sait jamais, je Non, mais elle a reprécisé, alors je ne sais pas si avec la première question. Mais... est-ce que Nadia, est-ce que votre précision est en lien avec votre première question ou est-ce que c'est une question distincte? Alors, est-ce que les universités ou les organismes de formation sont transparents au débouché des études offertes? Ah ça. Y a-t-il un délit informationnel où les mieux informés s'engagent dans des voies d'avenir et les moins informés dans des voies de garage? Là, c'est le recensement de population, on ne va pas nous le dire. Je pense que c'est plutôt des personnes autres que l'INSEE qui pourront vous répondre plus précisément là-dessus. Et je vois donc M. Bergeron qui a précisé mobilité des jeunes, permis, moyens de transport liés au lieu de résidence. Non, on n'a pas étudié ça. On l'a pas. Non. Alors donc je reformule pour le replay. Monsieur Bergeron donc qui ajoutait donc sa première question était est-ce que la mobilité a été étudiée? Et donc il précisait la mobilité des jeunes, permis, moyens de transport liés au lieu de résidence. Donc ça n'a pas été étudié, je vous remercie. Nadia Rachedi qui nous dit c'est pour aller plus loin et partager. D'accord.
On prend ça comme ça. Ok. Vincent Rode qui nous demande l'impact éventuel du lieu de résidence urbain-rural, quartier prioritaire, a-t-il été analysé pour distinguer ces jeunes? Non plus, Vincent, désolé, mais tu le sais très bien en plus. Ça permet de préciser. Voilà. Alors, une question également donc, de Muriel Garcia. Concernant les mères en couple, quel est l'impact des ressources économiques du foyer dans leur statut d'inactif? On n'a pas l'information sur les ressources économiques du foyer dans le recensement de la population. Pour ça, il faut mobiliser une autre source dans laquelle on ne peut pas étudier les jeunes inactifs au chômage. Donc voilà, c'est une approche qu'on n'a pas pu ajouter. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions ou précisions à apporter? Je vais peut-être apporter une précision pour Quentin Francou, parce que cette Oui. précision devrait lui parler. En fait, on n'est pas sur une typologie dans notre étude. On est parti sur des typologies effectivement à l'intérieur de nos catégories. Et à partir des variables qui ressortaient dans les typologies, on a ensuite créé des groupes réels. Donc c'est pour ça que dans nos profils, je fais circuler, Laurent, hop, dans nos profils, on a en orange foncé les variables qui représentent 100% du profil, et après donc des variables qui sont, enfin des caractéristiques qui sont après plus représentées à l'intérieur du profil. Voilà, c'est juste pour précision, mais je pense que ça lui parlera. Ok. Il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées, donc je pense qu'on peut passer à la suite de la présentation avec Magali sur les tableaux de bord de la précarité. Nadia Rachedi ajoute, toujours pour aller plus loin, il serait intéressant d'identifier les trous dans la raquette des aides des jeunes, souvent assujettis au salariat ou au logement ou au statut de parent. Alors du coup, je vous propose de passer à la présentation du tableau de bord de la précarité lui-même. Encore une fois, je ne vais pas du tout aller vous expliquer le nombre d'allocataires par rapport au nombre d'allocataires précédents. Enfin, c'est pas du tout le but, c'est plutôt pour essayer de vous donner envie d'aller le voir par vous-même. Là, j'en profite pour saluer le travail de mon collègue Guillaume Ancelin au travers des interprètes qui compilent et traitent chaque année une multitude de bases de données pour ensuite nous mettre à disposition ce tableau de bord. Ceci étant dit, avant de remercier mes parents d'être là, on va passer au sommaire et on verra donc comment est construit le tableau de bord. On ira voir ensuite concrètement à quoi il ressemble et surtout, point important, qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, j'ai pas cliqué au bon endroit, voilà. Tac, tac. Hop là. Alors, ce tableau de bord, en fait, il aborde la précarité via 3 dimensions. La première dimension, c'est d'aller regarder les personnes qui perçoivent un minima social. La deuxième, c'est d'aller regarder les personnes qui accèdent aux soins en ayant de faibles ressources. Et la dernière dimension, c'est d'aller regarder les personnes qui sont en situation de précarité financière. Alors, concernant les personnes qui perçoivent un minima social, en France, on a 10 minima sociaux. Donc, juste pour rappel, c'est des dispositifs qui sont définis par la loi, qui visent à garantir un montant minimum de revenus, qui sont versés sous forme d'allocation, sous condition de ressources, et qui sont surtout versés à des personnes qui ne peuvent pas tirer de leur activité présente ou passée des ressources suffisantes. Donc on a chaque minima social qui a sa logique, des conditions d'attribution propres qui s'adressent à des personnes différentes, etc., etc. Parmi nos 10 minima, on en a 4 qui regroupent 95% des allocations versées. Ces minima, ce sont ceux-ci. C'est le revenu de solidarité active, l'allocation adulte handicapé, l'allocation de solidarité spécifique et le minimum vieillesse. Et ce sont donc ces 4 minima les plus souvent distribués qui sont retenus dans le tableau de bord. Concernant l'accès aux soins des personnes qui ont de faibles ressources, là on le mesure via les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, et bien sûr à compter de 2019,
par le nouveau dispositif qui la remplace, c'est-à-dire la complémentaire santé solidaire. Et ensuite, pour les personnes qui sont en situation de précarité financière, on va zoomer sur les allocataires de la prime d'activité, vu que la prime d'activité est une aide aux travailleurs aux ressources modestes. Et on va aller également regarder les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, malgré le versement d'un minima social. Alors, ce tableau de la précarité, il existe et surtout, il ne peut exister que dans le cadre d'un partenariat, ici c'est un partenariat régional, avec les principaux organismes concernés. Donc, il s'agit des CAF, des MSA, de Pôle emploi, de l'Agence régionale de la santé, des CARSAT et de la DRJSS. Alors, concrètement, à quoi il ressemble? Là, je vais vous mettre une diapo où vous n'allez rien voir, mais c'est pas important, il faut juste regarder les couleurs. En fait, on a une fiche pour chaque prestation, donc toutes les prestations que je vous ai présentées au début. Donc ça nous fait 7 fiches, et chaque fiche est constituée de 2 espaces. La première page, c'est l'espace de définition, dans lequel on va préciser ce qu'est la prestation, à qui elle est adressée, sous quelles conditions, et les montants versés. Et ensuite, on passe à l'espace des chiffres, qui est consacré aux allocataires de l'année étudiée. Donc nous, pour cette édition, on est sur l'année 2018. La diapo suivante, je vais aller zoomer sur la partie haut droite de la diapo actuelle, sur un tableau en particulier. Donc là, si vous arrivez à lire, vous voyez qu'on est sur la fiche qui concerne le revenu de solidarité active. Et si vous arrivez vraiment à lire, vous allez voir qu'en fait, on a des indicateurs nationaux, vu qu'on a une ligne pour la France métropolitaine. On a des indicateurs qui sont régionaux, avec une ligne pour l'Occitanie. En même temps, heureusement, vu que c'est le tableau de bord de la région Occitanie. Et on a des indicateurs qui sont départementaux, donc avec l'ensemble des départements de l'Occitanie. On a un dénombrement des allocataires, et après, en fonction des prestations, on a également un dénombrement des bénéficiaires et de la population couverte. Et autre point important, dès que c'est possible, on met des séries longues. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Plein de choses, vous allez me dire, et je vais vous dire, mais oui, tout à fait. En fait, le tableau de bord, il faut le voir comme un outil. C'est un outil qui regroupe dans un endroit unique pour la région les principales prestations qui visent à lutter contre la précarité, et ça regroupe surtout les données qui sont en provenance de divers organismes. Donc on a un travail commun qui garantit une expertise et surtout une harmonisation. Je vais vous donner 2 exemples pour vous convaincre de l'utilité d'aller chercher les chiffres dans ce tableau de bord. Premier exemple, c'est qu'une prestation, elle peut être versée par plusieurs organismes. Par exemple, on a le RSA qui, selon les cas, est versé par la CAF ou la MSA. Dans ce tableau de bord, tout est regroupé, ce qui vous évite d'aller chercher à droite à gauche. Deuxième exemple, vous avez si vous voulez aller chercher en open data les données CAF, vous pouvez aller tout à fait les récupérer en ligne. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sont des données qui sont diffusées au territoire de gestion. Donc si par exemple vous allez chercher dans l'open data de la CAF les allocataires de la CAF 31, vous aurez les allocataires qui sont gérés par la CAF 31. Mais parmi ceux-ci, vous pouvez avoir des allocataires qui n'habitent pas dans le 31. Dans le tableau de bord, il y a des retraitements qui sont faits pour que les données diffusées soient celles diffusées au lieu de résidence. Voilà. Je trouve quand même que c'est un exemple qui convient bien. Ah, je suis revenu en arrière, excusez-moi. Voilà. Et en plus de ce tableau de bord qui donne des informations au niveau département, on met aussi à disposition des données qui sont directement téléchargeables sous forme de fichiers Excel sur INSEE.fr. Et c'est des données qui complètent toutes les fiches que vous avez dans le tableau de bord, à la fois au niveau de la géographie et à la fois au niveau des indicateurs. C'est-à-dire qu'on a une échelle géographique qui est plus fine, on va jusqu'à l'EPCI et à la commune, et des indicateurs qui sont plus détaillés avec plus de modalités dans les variables. Là, si vous arrivez à voir, c'est un tableau qui concerne la prime d'activité, qui là est zoomé sur la commune de Foix, avec des informations sur le type de ménage qui vont jusqu'à toute la distinction de type de ménage avec femme isolée, homme isolé, couple sans enfant, avec enfant, etc. etc. Sur INSEE.fr, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est une présentation, c'est quelque chose de global, le tableau de bord de la précarité, qui est constitué donc d'un tableau de bord et de données localisées qui sont donc sur la partie sommaire en bas à gauche. Et ensuite, vous avez l'étude qu'on vous a présentée juste avant qui est associée.
Voilà, si j'arrive à coller le lien dans le chat, je vous le mettrai et sinon vous l'aurez par ailleurs. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, je vais laisser Dominique nous exposer en quelques mots ce qu'elle a pu voir, retenir du plan. Oui? Vous me mettez le diaporama, s'il vous plaît? Alors, je partage le média. Voilà. Donc, je prends un petit temps en guise de conclusion pour vous parler de ce plan « Un jeune, une solution ». C'est un plan qui a été dévoilé par le gouvernement à la fin du mois de juillet et qui, en fait, est orienté autour de 3 axes. La première idée, c'est de faciliter l'entrée dans la vie professionnelle pour les jeunes. Le deuxième axe, c'est sur la partie orientation et formation vers des secteurs d'activité et des emplois d'avenir. Et le troisième, c'est l'accompagnement des jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi par des mesures qui sont des mesures d'insertion qui soient davantage adaptées individuellement aux difficultés. Donc, ce plan lancé au mois de juillet, c'est de toute façon aussi lié à la crise sanitaire et il a été mis en place ce site internet, cette plateforme Un jeune, une solution, récemment, à la fin du mois de novembre, parce que c'est destiné à faciliter les recherches à la fois des jeunes et à la fois des employeurs autour de fonctions simples. Donc, du coup, ce site internet, l'idée, ça a quand même été de faciliter pour les jeunes et les employeurs la prise en main des différentes mesures disponibles. Alors, je suis jeune. Donc, j'ai cliqué sur le bouton « Je suis jeune » puisque on a vu qu'il y en avait 2. « Je suis jeune » ou bien « Je suis employeur ». Dans l'ensemble, ce site-là renvoie à des sites internet qui existent déjà, mais au moins les choses sont regroupées. Et ça renvoie aux moteurs de recherche de ces sites internet qui permettent de répondre aux différentes thématiques qui sont indiquées là. Je trouve un emploi, je trouve une formation. Bon, en plus, c'est quand même bien fait parce que même sur un smartphone, on y voit quelque chose. Vous savez que c'est pas toujours le cas. Mais là, sur cette plateforme, c'est intéressant. Alors, autant ça renvoie de façon majoritaire sur des sites internet existants déjà, autant il y a une particularité qui est liée au site, c'est que ce site regroupe un certain nombre d'événements. Et dans la deuxième modalité là qui figure « Je participe à un événement », on a de l'ordre de 500, enfin j'y suis allée il y a 3-4 jours, de l'ordre de 500 événements qui sont référencés du style, alors je le fais à l'ancienne avant la Covid, c'est-à-dire salon de l'étudiant, du style job dating, du style journée mise en place, qui par des missions locales, qui par des établissements de formation pour soit faire connaître des emplois, soit faire connaître des événements. Enfin bon, c'est l'esprit. Alors évidemment, beaucoup de choses se passent sur Internet, mais au moins, il y a tout un tas d'événements qui sont, alors des événements à 8 jours, à 15 jours, à 2 mois, à 3 mois, pour lesquels les jeunes peuvent obtenir des informations sur des métiers, que ce soit avec l'armée, enfin bon, tout un tas de choses comme ça. Donc le service civique, eh ben, on tombe sur le site du service civique, mais c'est quand même vraiment bien fait comme site. Et à l'inverse, si on n'est pas un jeune, mais si on rentre dans ce site parce qu'on est un employeur, on va à ce moment-là découvrir, alors pas toutes les solutions parce qu'elles n'y sont pas toutes, mais un certain nombre de choses qui ont été mises en place pour les entreprises, un certain nombre de primes, un certain nombre d'aides. Alors, dans la majorité, ce sont des aides qui existaient déjà, mais pour lesquelles les montants ont été évalués, ont été mis plus élevés que les montants dans les accompagnements standards. Donc, mis à part la prime de 4 000 € pour l'embauche d'un jeune, sinon, le reste, ce sont des systèmes qui existent déjà dans le cadre des contrats de professionnalisation, dans le cadre de tout un tas de choses qui existent en termes d'aide
aux entreprises pour pouvoir embaucher des jeunes. Alors, il y a aussi, il faut quand même bien remarquer que dans le cadre de ce plan Un jeune, une solution, un certain nombre de ces mesures ne sont valables que jusqu'à fin janvier ou fin février 2021 pour ce qui est des primes proposées plus élevées que les primes dans le contexte habituel. Donc, c'est quand même une plateforme qui permet d'aider les employeurs aussi à s'y retrouver au niveau des différentes propositions qui sont faites. Bon, parce qu'en fait, si on veut tout avoir, si on veut la totalité des mesures qui sont proposées, tant du côté des jeunes que du côté des employeurs, il faut aller dans le dossier de presse dont j'ai mis le lien là, peut-être Hélène le mettra dans le chat. Et là, dans le dossier de presse, on va retrouver plus que ce qui est sur ce site internet, et notamment dans la partie orientée et formée vers les secteurs, vers les métiers d'avenir. Parce que là, c'est pas vraiment détaillé dans le site internet. En revanche, dans le plan Un jeune, une solution, il y a des mesures plus précises pour cet aspect-là. Et aussi du côté des parcours d'insertion, que ce soit les parcours connus dans les missions locales et autres, quoi. Donc, c'est un plan qui est en cours encore, mais pour lequel il y a une partie des mesures seulement qui vont s'arrêter à la fin du mois de janvier, fin janvier ou fin février. Du moins dans les choses qui sont prévues, parce qu'on voit bien que c'est un peu compliqué de faire des prévisions à 2-3 mois, quoi. Voilà, c'était juste un éclairage comme ça sur ce sujet d'actualité. Merci Dominique, je n'ai pas eu le temps de mettre le lien, mais bon, je pense que vous avez le temps de noter et de le retrouver de toute façon hein, dans votre moteur de recherche préféré en tapant dossier de presse Un jeune, une solution. Il y a une question, une affirmation. Enfin voilà, je vous laisse l'apprécier. C'est Nadia Rachedi de l'Hérault qui nous dit un jeune, un emploi, ça marche ces recrutements. Cela ne concerne pas les jeunes qui n'ont pas travaillé ou qui n'ont pas suffisamment travaillé ou qui ont eu des petits boulots au noir. Je suis sûre qu'il y a des gens dans la salle, entre guillemets, qui sont plus compétents que moi sur ce sujet. Les petits boulots au noir, j'ai pas cru comprendre qu'on puisse les prendre en compte. Après, dire que ça ne concerne pas les gens qui n'ont pas travaillé, pas forcément, parce qu'il y a justement ça, c'est dans le dossier de presse et pas dans le site internet. Vous avez une partie sur une tranche d'âge particulière des 16-18 ans, par exemple, qui dans des mesures donc ils sont ce qu'on appelle des décrocheurs scolaires, hein, qui ont quitté souvent le lycée avant la terminale ou avant d'avoir réussi leur bac pro, voire leur CAP, et qui donc vont trouver là l'opportunité de découvrir des métiers dans une. Alors j'ai pas tout en tête parce que vraiment c'est un gros truc, ça fait que 38 pages, mais enfin c'est quand même un truc important, et qui vont avoir l'opportunité dans une relation avec les associations de formation professionnelle pour adultes de découvrir des métiers alors qu'ils sont dans une situation où ils savent pas vraiment vers quoi se diriger. Donc ça n'est pas forcément, ce plan est aussi une opportunité pour un certain nombre de jeunes de pouvoir découvrir des métiers. Au-delà de l'aspect je vais travailler, il y a aussi l'aspect formation. C'est pour ça que je renvoie vraiment sur le dossier de presse, parce que cet aspect formation, cet aspect découverte de métiers est beaucoup plus développé, et elle apparaît pas en fait. Elle apparaît pas dans le site internet, parce que par essence, il faut que le site internet, ça soit un peu quelque chose qui permette d'aller vite et d'aller directement sur des choses
plus concrète et plus générale, non pas comme la mesure, par exemple, que je vous cite, pardon, dans la tranche d'âge 16-18. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette interrogation. Je ne sais pas sur la question des statistiques récentes à 2-3 semaines pour comprendre ce qui se passe sur le revenu des jeunes à l'échelle infradépartementale. Non, les statistiques, faut pas confondre les statistiques et les sondages électoraux. Hein. C'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la même chose. Donc on peut pas toujours on peut pas avoir des résultats de sondage qui soient des données qui ont la fiabilité des statistiques. Je te laisse la place, Magali. Oui, Magali, je pense, souhaitait répondre également. Vas-y, Magali. Non, mais tu as commencé à répondre. Nous, de toute façon, de manière générale, quand on est sur des statistiques de revenus, on est déjà sur des statistiques annuelles, c'est-à-dire qu'on étudie, les sources qu'on a, on est sur des revenus annuels. Et en général, le temps de, comment dire, de rendre propres nos statistiques, il va s'écouler 2 ans entre le millésime étudié et l'année où on peut diffuser les informations dessus. Donc, si on est par exemple sur des revenus salariés 2018, voilà, publiés en 2020. Donc, forcément, des statistiques à 2-3 semaines, voilà, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des sondages sur des populations qui sont pas forcément représentatives de la population, quoi. Voilà. Merci Magali pour cette précision. Une remarque de Marilyn Sarzi de la Direct qui nous dit la plateforme enregistre des succès. Donc là, on revient à un jeune, une solution. La plateforme enregistre des succès. Au 3 décembre, la plateforme enregistre 357 588 visiteurs, 817 000 recherches d'emploi effectuées et 51 000 candidatures à une offre d'emploi. Pour les embauches réelles, il faut évaluer mesure par mesure, précise-t-elle. Nadia Rachedi qui nous demande, y a-t-il un ou des départements qui souffrent plus que d'autres? Alors, je suppose que c'est un lien avec l'étude, j'espère. Oui, voilà, on revient au sujet précédent. Merci Magali. Oui, il y a des départements qui souffrent plus que d'autres. C'est en Occitanie, ce sont en tout cas pour l'étude de la précarité, peu importe sous quel angle on prend la précarité, ce sont les départements du pourtour méditerranéen qui souffrent plus que les autres. Et voilà, c'est pareil pour le poids des jeunes inactifs ou au chômage qui sont très présents sur tout le pourtour méditerranéen. Vous avez une carte dans les données complémentaires la carte qu'on vous a présentée dans le diaporama qui est disponible sur INSEE.fr. Alors, on revient du coup là à un jeune, merci Magali, on revient maintenant à un jeune, une solution, Didier Bergeron qui demande quelle articulation avec les missions locales. Alors peut-être qu'il est possible, pardon Dominique, il est possible qu'Éric Ogade ou qu'un représentant d'une mission locale soit là et puisse apporter également une précision au-delà de celle que vous allez nous donner maintenant, Dominique. C'est pas grave pour la caméra. Oh oui, c'est pas un problème. La caméra et puis parler, on vous entend. Bien évidemment, les missions locales sont partie prenante dans le dispositif Un jeune, une solution. Elles y sont continuellement. Et donc, elles sont, par exemple, sur la plateforme, à travers les événements qui sont, les différents événements qui sont proposés pour que les jeunes puissent aller découvrir des boulots et autres. Il y a par exemple tous les événements qui sont proposés par des missions locales. Alors c'est France entière, hein, cette plateforme, on accède à des informations France entière et ensuite on réduit au niveau de la zone géographique pour laquelle on est intéressé. Donc bon, mais les missions locales, elles sont avec tous les dispositifs, toutes les garanties jeunes, tous les PASSEA et autres dispositifs qui sont propres aux missions locales, quoi. Oui, bien sûr que les missions locales arrivent à toucher les jeunes. Ça fait partie de leur
de leur cœur de métier de s'occuper de ces jeunes-là qui sont et à travers des dispositifs type PACA et autres garanties jeunes, quoi. C'était votre réponse à la dernière question de Nadia Rachedi qui demandait si l'émission locale arrivait à toucher les jeunes NIC. J'invite Magali et Laurent à nous rejoindre sur scène puisque j'ai enlevé le diaporama pour répondre aux dernières questions. Dominique, vous pouvez rester également, hein, c'était pour qu'on soit tous là. Alors, Nadia Rachedi nous dit, les profils garantis jeunes ont-ils changé suite à la crise Covid avec des jeunes diplômés? C'est une question plus spécifique. Je ne sais pas si les uns ou les autres, vous êtes à même de répondre à cette question. Ça serait plutôt une question à poser directement aux gens spécialistes de la garantie jeune. Bien sûr, aux gens des missions locales. Et je ne suis pas sûre que actuellement, parce qu'on n'est pas suite à la crise Covid actuellement. Il faut bien comprendre qu'on est dans la crise Covid. Donc, suite à la crise Covid, on y est quand même encore dedans. Et donc, pour avoir des résultats sur ce qui s'est passé, là encore, comme le précisait Magali, il faut attendre un petit peu. On peut pas sortir des chiffres, si vous voulez, toutes les semaines de bases de données statistiques. En tout cas, il y a des données statistiques au sein des missions locales, mais enfin leur premier boulot, c'est quand même de s'occuper des jeunes. Et donc après, pour avoir des données statistiques qui sont compilées, qui sont revues au niveau national et qui peuvent être comparées d'une région à l'autre, il faut toujours un petit peu de délai, quoi. Voilà. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques. Eh ben, je vous remercie infiniment. Je remercie Alice Deyostas et Aurélia Leroy d'avoir été là pour traduire nos propos. Guillaume Ancelin derrière son écran, Magali Flacher et Laurent Frénois de l'INSEE. Merci à tous d'avoir participé et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.